Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, le Liban, une nation incomplète, un État inachevé. Invité, Nawaf Salam, il est juriste et diplomate, ancien professeur de sciences politiques à l'université américaine de Beyrouth. Ambassadeur et représentant permanent du Liban, c'était auprès des Nations Unies entre 2007 et 2017. Depuis 3 ans, il a rejoint la Cour internationale de justice à La Haye comme magistrat. Par-delà les appartenances confessionnelles et politiques, par-delà les vicissitudes de l'histoire et leur cortège de violence et de sang, le drame des Libanais reste d'être des citoyens empêchés dans un état inachevé, écrit-il. Il publie aujourd'hui chez Actes Sud un recueil d'articles, Le Liban d'hier à demain, où il explique à la fois la particularité du système libanais, ses faiblesses et ses espoirs de refondation. Bonjour Nawaf Salam. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. 1 an et demi après le début de la contestation contre la taxe WhatsApp, l'étincelle, 9 mois après l'explosion sur le port de Beyrouth, rien n'a changé, semble-t-il en tout cas. Je suis venue ici parce que la situation est intenable. Le gouvernement nous attaque au lieu de nous aider. On est contre tous les partis politiques, contre le président, les députés du Parlement. L'armée devrait être à nos côtés. Tous ces enfants que tu vois là, ils ont faim. On veut que tous les chefs politiques démissionnent et qu'ils partent. C'est nous, les femmes et les enfants, qui descendons les premiers dans la rue, avant les hommes. On n'a plus rien à perdre. On a perdu notre dignité, et nos enfants aussi. On en est arrivé à un stade où notre pouvoir d'achat est nul. La situation économique est désastreuse. Les gens travaillent pour leurs besoins au jour le jour. Le salaire d'un mois entier suffit à peine pour quelques jours. Si jamais ton fils tombe malade, tu ne peux pas l'emmener à l'hôpital. Que ce soit la société, l'économie, quoi que ce soit, ça va mal. On ne peut plus vivre ici. Là, ils vont augmenter les frais de l'université. C'est un gros problème. La vie ici n'est vraiment pas bonne, elle est horrible. Les partis politiques contrôlent notre pays et tu dois avoir un zaïm, un parrain parmi eux. Si tu n'en as pas, tu seras franchement un moins que rien. Donc en fait derrière il y a juste la porte d'entrée qui a été refaite et une fois qu'on passe la porte d'entrée qu'on a du mal à ouvrir, l'appartement il est exactement en l'état comme pendant l'explosion. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Beaucoup, je suis en colère, beaucoup. Parce que j'ai perdu toute ma vie, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu ma maison, ma voiture, perdu dans 1 minute. Une crise économique, une crise sanitaire, politique, institutionnelle sans précédent. La moitié de la population vit aujourd'hui au-dessous du seuil de pauvreté. Nawaf Salam, vous êtes inquiet ? Écoutez, c'est peu dire. Je vous dis que je suis inquiet. Je suis en fait très inquiet. Et comme vous le dites si bien, le pays fait aujourd'hui face à une crise multiforme. Il y a une crise financière, une crise économique, doublée aujourd'hui d'une crise sociale et sanitaire. Et on est en train de s'enfoncer dans l'impasse politique. Et il est difficile de voir aujourd'hui quelle pourrait être une sortie. Il pourrait y avoir peut-être une sortie de la crise gouvernementale, mais il y a une crise plus profonde qui est la crise institutionnelle, qui est la crise du régime politique. On peut pas voir ça aujourd'hui parce que ça, c'est à moyen terme et à long terme que cela devrait se faire. Mais certainement, il y a un espoir quand même avec tous ces jeunes-là qu'on a vu prendre la rue. En fait, pas seulement les jeunes, mais transcendant les divisions confessionnelles, transcendant les divisions partisanes. Il y a un véritable espoir de ce côté-là. On a l'impression à vous lire, Nawaf Salam, que toutes ces crises sont imbriquées, qu'elles se tiennent les unes aux autres et qu'on ne résoudra pas la crise économique si on ne résout pas la crise institutionnelle. Je reprends cette phrase de vous qui est assez parlante. Le drame des Libanais reste d'être des citoyens empêchés dans un état inachevé. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les Libanais d'accéder à une citoyenneté pleine et entière ? Bon,
Écoutez, madame, à la base, c'est un système politique qu'on nomme chez nous confessionnel. Ça veut dire qu'il donne la prépondérance aux communautés, pas aux individus. Certainement, au bout des 50, sinon des 100 dernières années, il y a eu plusieurs processus d'individuation. Il y a eu l'urbanisation, l'enseignement et d'autres facteurs qui ont fait que les individus sont sortis de leur communauté, sont sortis de leur affiliation familiale, tribale, etc. Mais n'empêche, ils ne sont pas encore citoyens. Ils n'ont pas les droits égaux des citoyens parce qu'il y a toujours cette médiation des communautés entre eux comme individus et l'État, ce qui pervertit ce rapport citoyen. Cela d'une part. D'autre part, l'État n'a pas pu affirmer son autonomie par rapport à ces communautés et donc vraiment être digne de ce nom d'État. Un État, ça suppose d'avoir une administration autonome, ça passe d'avoir une magistrature autonome, ce qui malheureusement n'est pas vraiment le cas au Liban à cause de cette médiation du communauté et ce partage du pouvoir entre les communautés. Voilà, l'État n'a pas su ou n'a pas pu transcender, comme vous l'écrivez, ce système pluraliste, confessionnel. Il n'a pas su le dépasser pour s'imposer en tant que tel. Il est lié à lui, il est dépendant de lui et de ses soubresauts aussi. Il faut raconter que toute cette situation, ce système confessionnel, il a été mis en place avec les accords de Taïf en 1989. Vous revenez longuement sur ces accords qui ont permis au pays d'accéder à la paix, à une paix provisoire, mais peut-être aussi à une paix inachevée. Taïf n'est pas un accord sans qualité, dites-vous, Nawaf Salam, mais il a montré aussi ses faiblesses. Comment expliquer sa longévité à cet accord, à ces accords de Taïf? 30 ans déjà quand même. Oui, avant de venir directement sur Taïf, si vous me permettez de faire un petit commentaire sur l'État. Certainement, il ne s'agit pas aujourd'hui d'un État à faire contre les communautés. Comme vous le disiez, c'est un État qui devrait pouvoir transcender les communautés, contenir ces communautés, mais pas seulement. C'est ni un État à faire contre les communautés, mais ni seulement d'un État toléré par les communautés. Maintenant, ce système communautaire existait déjà avant Taïf. En fait, depuis la formation du Liban contemporain dans la première constitution de 1926, il y a déjà référence à cette partition ou ce partage qui devrait être équitable entre les communautés, mais cela aurait dû être à titre provisoire. Et voilà, c'est en 1926, on est en 1921, presque 100 ans après, et c'est pas seulement ce provisoire qui dure, malheureusement, c'est ce provisoire qui est en train de s'enraciner. Là viennent les accords de Taïf. Ils ont certainement le grand mérite d'avoir pu mettre fin à la guerre qui avait ravagé le pays pendant plus de 15 ans. Mais malheureusement, avec Taïf aussi, c'est ce que j'appelle là dans le livre, c'est une novation du système communautaire. Bon, c'est peut-être un terme trop juridique là ou technique, novation, mais on est en train de reprendre le même système communautaire. Avec Taïf, bien qu'il y ait un nouvel équilibre peut-être plus équitable entre les communautés, mais qui n'ouvre pas encore une vraie voie citoyenne aux individus libanais. Et c'est pour ça, en fait, depuis Taïf, on passe de crise en crise. Ça n'a pas mis fin aux crises du pays. Ça a permis de mettre fin à la guerre. Ça a permis de faire d'air les canons qui avait grondé pendant longtemps et fait des dizaines de milliers de morts, de déplacés dans le pays. Mais on n'est pas encore vraiment sur la voie de l'état de droit, d'un état où les citoyens ne seront plus décidés, comme vous l'avez rappelé, des citoyens empêchés. Mais de 1975 à aujourd'hui, vous diriez que ce sont les mêmes crises? C'est toujours la même crise qui se rejoue un peu autrement?
Oui, mais sous différentes formes. En fait, déjà avec Taef, nous avons 3 problèmes. Là, le premier, Taef, c'était un genre de package deal, un genre de panier, si on peut dire, de réforme. Bon, il n'a pas Comme été, souvent le sont les accords. Il n'a pas été entièrement appliqué. Il a été appliqué de façon très éclectique, Taef, donc qui déjà commençait à causer problème. Deuxièmement, une partie des des réformes de Taef ont, dans la pratique, été déformées. Elles ont été mal appliquées. Et mal appliquées à dessein, en fait, pour servir tel intérêt ou tel autre intérêt. Et il reste ce qui n'a pas été appliqué de Taef, qu'il faut mettre aujourd'hui en application. Et en fait, il y a aussi le fait que plusieurs années après Taef, on commence à voir quelles sont les faiblesses de Taef et qu'il faudrait penser aujourd'hui à devoir corriger. Il faut remettre Taef d'une part sur les rails, mais il faut aussi penser à devoir corriger Taef et penser, je dirais, au-delà de Taef quand même. Oui, et d'ailleurs, on va peut-être commencer par expliquer exactement ce qu'il y a dans cet accord ou dans ces accords de Taef pour ceux qui nous écoutent, et juste préciser qu'effectivement, vous ne dites pas, vous, à aucun moment, vous le juriste, le diplomate, Nawaf Salam, vous ne dites pas que Taef n'a pas d'avenir, hein, parce que ce serait, on l'imagine aussi, créer une incertitude énorme pour tous ceux qui n'ont connu que ça. La jeune génération aujourd'hui n'a vécu, n'a grandi, n'a connu que ces accords de Taef et le système qu'il a aussi établi. On ne peut pas du jour au lendemain supprimer peut-être l'entièreté du caractère confessionnel du système, d'où l'importance de voir Taef, et vous le soulignez, plus comme un processus que comme un accord. Processus qui n'a pas été à son terme et où il serait peut-être intéressant de l'amener. Alors, 1989, les accords de Taef marquent la fin de la guerre civile au Liban. Qui est autour de la table déjà? Ok. Donc, il y a surtout les chefs de guerre qui sont autour de la table. C'est pour ça, Taef, il fallait les avoir. Et Taef permet de mettre fin à la guerre, donc de faire taire les canons, mais avec un certain rééquilibrage entre les différentes communautés. Et Taef a introduit ce 50-50, cette parité entre chrétiens et musulmans, qui était un certain ajustement de système d'avant Taef. Taef a créé de nouvelles institutions dont le pays avait besoin. Par exemple, la Cour constitutionnelle. Il a créé un Conseil économique et social. Il a fait appel à une réforme de la loi électorale. Tout ça était nécessaire. Mais le plus important, c'est que la paix civile, aujourd'hui dans le pays, repose toujours sur Taef. Donc, il ne s'agit pas aujourd'hui d'envoyer balader Taef, mais au contraire, de remettre Taef sur les rails et aussi de penser à combler les lacunes, les failles, les dysfonctions de Taef que ce recul des 20-25 dernières années nous ont permis de voir. Laissez-moi vous donner un exemple qui aujourd'hui, comme vous dites, c'est un dépassement graduel du confessionnalisme qui pourrait être fait. C'est pas du jour au lendemain qu'on va passer à une pleine citoyenneté et envoyer le confessionnalisme aux oubliettes de l'histoire. Non, parce qu'aujourd'hui, on a en fait dans le pays 2 dynamiques qui coexistent. Il y a une dynamique communautaire, mais aussi on a une dynamique individuelle, on a une dynamique que j'aimerais commencer à appeler citoyenne. Donc, peut-être un premier pas serait de passer aujourd'hui à un système bicaméral où le Sénat représenterait les communautés, donnerait les garanties nécessaires à ceux qui se voient toujours comme membres de telle communauté
ou de telle autre communauté, et aussi, mais créer aussi une assemblée qui serait élue sur base nationale, non confessionnelle, non communautaire, où les individus pourraient s'exprimer dans leur citoyenneté, ce qui veut dire comme libres et surtout égaux. Donc voilà, il y a déjà ce... Ce serait une manière de ramener en fait ce bicaméralisme, une manière de ramener la citoyenneté au cœur de la délibération et de la prise de décision, et de ne pas en faire uniquement une affaire de communauté et de confession comme c'est le cas jusqu'ici. Et vous le dites, hein, vous le racontez aussi, Taïf a réussi à contenir la violence confessionnelle, mais cet accord a aussi paradoxalement mené au renforcement du confessionnalisme. Alors toujours pour comprendre avec vous, Nawaf Salam, ce qui a changé depuis ces accords, depuis 89, je vous propose de retourner en arrière, dans le temps, à cette date précise, avec le politologue et historien Georges Corme. Ce pauvre pays, qui rappelle beaucoup ce qui se passe au Cambodge depuis 20 ans ou ce qui se passe en Afghanistan, a beaucoup été malmené par la communauté internationale dans la façon dont on gère cette crise. Parce qu'il faut quand même bien voir qu'on est passé d'une gestion syro-américaine de 76, brusquement à une gestion syro-israélienne en 82 avec l'invasion israélienne. Et tout le monde avait pensé à l'époque que l'invasion israélienne permettrait de stabiliser le Liban. On a eu l'accord du 17 mai 83, souvenez-vous. Et puis tout s'est écroulé. On a eu ensuite les conférences de Genève et de Lausanne avec des documents qui sont sortis, avec un gouvernement d'union nationale qui en est sorti. Et puis rien du tout. On a eu l'accord tripartite de Damas aussi en décembre 87 et pas de suite. Ce qui est malheureux, c'est que la dynamique de Taïef était extrêmement intéressante parce qu'on avait enfin un Liban qui réintégrait de plein pied la Ligue arabe avec une couverture internationale. Je crois que là où il y a eu dérapage, c'est que malgré tout, le document de Taïef n'était pas du tout à la mesure des ambitions de la dynamique, qui, elle, était très bonne. Je crois qu'un des problèmes, c'est qu'on n'a pas discuté des milices libanaises. Or, quand on parle d'union nationale, d'un gouvernement d'union nationale, c'est un gouvernement avec des milices, et les milices sont les clientèles des puissances régionales. On n'a pas discuté de l'Iran non plus. On n'a pas discuté de beaucoup de choses, dit Georges Corme à ce moment-là, en 1989. Hier comme aujourd'hui, vous diriez, Nawaf Salam, que le Liban est malade aussi de ses influences extérieures, de ses interférences étrangères. Certainement. Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec Georges Corme sur le fait que le Taïf n'était pas à l'ambition des Libanais. C'était l'accord du possible qui au moins a pu mettre fin à la guerre, comme lui-même l'a souligné. Maintenant, peut-être en passant à ce régime bicaméral, en ayant avec une assemblée élue sur base non confessionnelle, on pourrait ouvrir une porte à la citoyenneté et aller dans le sens des ambitions, surtout des jeunes libanais qu'on a vu il y a 1 an et demi transcender les appartenances communautaires, claniques, etc. Il faudrait aussi, et là, si on veut renforcer l'État contre les ingérences étrangères, pour essayer de contenir ces ingérences étrangères, il faut renforcer l'État. Pour renforcer l'État, il faudrait 2 choses, je dirais. La première, c'est pour donner une plus grande autonomie à l'État par rapport aux communautés, cela pourrait passer, ou peut-être devrait passer, surtout par la déconfessionnalisation de l'administration. Il faudrait avoir une administration indépendante, autonome, basée surtout sur le mérite et la compétence et non sur l'affiliation confessionnelle. Cela permettrait de raffermir, de renforcer l'État. Ce qui est encore le cas aujourd'hui. Chaque poste, chaque portefeuille est distribué en fonction de son appartenance. Tout à fait. Malheureusement, c'est le cas dans l'administration, par exemple. Voilà, disons, le gouverneur de la Banque centrale devrait être de telle communauté, le président du Conseil de reconstruction, c'est un organisme de développement, qu'on a de telle autre confession, même dans la magistrature. Le président du Conseil de la magistrature est de confession X, le procureur général de la République de confession est Y, et ainsi de suite. Donc, vous voyez les méfaits que cela peut faire à l'administration et à l'État.
c'est en ce sens-là que je dis que l'État devrait pouvoir prendre une plus grande autonomie par rapport aux confessions. De l'autre, c'est certainement, il faudrait une politique de distanciation par rapport au conflit de la région. Une politique que j'appelais de non-alignement par rapport aux grands conflits pas des conflits de la région, parce que le Liban ne peut pas être neutre dans le conflit israélo-arabe, mais par rapport aux polarisations de la région et par rapport aux grandes polarisations internationales, le Liban n'a aucun intérêt de faire partie de tel axe ou de tel autre axe. Donc, s'il peut suivre, et il devrait suivre cette politique, une vraie politique de non-alignement sur ces axes-là, cela ne pourrait qu'aider à sa stabilisation et à réduire le rôle des influences externes. Vous avez été ancien ambassadeur extraordinaire, représentant permanent du Liban aux Nations Unies pendant 10 ans, entre 2007 et 2017. Et là, vous avez œuvré, entre autres, au respect des résolutions du Conseil de sécurité, notamment sur la question de la sécurité et de la stabilité au sud Liban. Vous dites là, à l'instant, aujourd'hui, que le Liban ne peut pas être neutre sur cette question, sa relation notamment avec le voisin israélien. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui quand même une tendance à ressouder les communautés ensemble contre cet ennemi commun qu'est Israël, avec qui il n'y a toujours pas eu d'accord de paix non plus, hein? Tout à fait. Écoutez, avec Israël, on a une histoire de conflit qui date déjà depuis 70, 80 ans. Et qui n'est pas résolue non plus. Et qui n'est pas résolue. Il y a la question des réfugiés. Palestiniens qui sont en centaines de milliers sur le territoire libanais. On a toute la situation au sud Liban qui aujourd'hui est stabilisée seulement par la présence de la force, d'une force des Nations Unies qui s'appelle la FINUL, de l'ordre de 10 000 membres. Et il y a le fait que le Liban est aussi un membre fondateur de la Ligue arabe et s'en tient. Et là, je vois ça, c'est l'essentiel, à ce qui a été dénommé l'initiative de paix arabe, en fait, qui est sortie du sommet arabe de Beyrouth, et qui, avec cette équation de la paix contre les territoires. C'est-à-dire qu'Israël se retire des territoires occupés et permet l'installation d'un État palestinien en contrepartie d'une reconnaissance des États arabes et de la paix. Donc, je crois qu'en ce sens-là, le Liban devrait continuer à s'en tenir. Il le fait à cette initiative de paix arabe sortie du sommet de Beyrouth. Quand vous voyez la situation en ce moment, là, aujourd'hui, entre les territoires palestiniens et Israël, c'est plus qu'un regain de tension, hein. Les affrontements sont quand même très vifs. Vous craignez des répercussions au Liban? Vous pensez que le conflit risque de s'exporter, de retourner au Liban? Ça dit quelque chose, si vous me permettez. Le conflit aujourd'hui, c'est un conflit qui perdure depuis les années 40, depuis la formation des Nations Unies. Et ce qu'on voit aujourd'hui est un témoin de l'échec de la communauté internationale à régler ce conflit. Il faudrait une plus grande détermination international et un plus grand engagement international pour vraiment mettre fin à ce conflit-là. Et les instruments, c'est-à-dire les bases, les principes qui devraient régir une solution à ce conflit-là, on les connaît, on les trouve dans un nombre de résolutions prises par les Nations Unies, mais qui malheureusement n'ont pas été appliquées au cours des dernières décennies. Et voilà, on ne peut pas continuer à passer de crise en crise, de violence en violence. Et bon,
il faut départir de ce constat d'échec aujourd'hui, mais pour faire autre chose, pour s'adresser de nouveau à la nécessité de résoudre ce conflit. Et pour le diplomate que vous êtes, la solution à 2 États était la bonne solution ? Écoutez, je vois que c'est la seule solution toujours, mais malheureusement, le plus de temps passe, plus cette solution des 2 États risque de... d'être érodée ou de ne plus être possible avec la colonisation. Mais bon, jusqu'à nouvel ordre, il n'y a pas d'autre solution, mais il faut faire vite. Il n'y a pas d'autre option sur la table. Avec nous jusqu'à 13h30, Nawaf Salam. Vous êtes juriste, diplomate. Aujourd'hui, vous avez rejoint comme juge la Cour internationale de justice à La Haye et vous signez chez Actes Sud le Liban d'hier à demain. Revenons au Liban, où justement le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, s'est rendu au début du mois. Juste avant sa visite à Beyrouth, il évoquait la situation libanaise. Écoutez. Je suis, pour ma part, partagé entre la tristesse, la colère et l'angoisse. Et je serais tenté de qualifier les responsables politiques libanais de non-assistance à pays en danger. Chacun sait ce qu'il faut faire. Lorsque le président de la République s'était rendu à 2 reprises au cours de l'été, après l'explosion, puis le 1er septembre à Beyrouth, l'ensemble des acteurs s'était engagé à agir. Et rien ne bouge. Je pense qu'il n'est pas encore trop tard, mais les délais sont très courts avant l'effondrement. Et c'est aux autorités libanaises de prendre en main le destin de leur pays, en sachant que la communauté internationale regarde avec l'angoisse que j'ai indiquée tout à l'heure, l'inquiétude devant les retards. Quand vous entendez ces mots de Jean-Yves Le Drian qui parle d'un suicide collectif, qui évoque les aides qui ont été adressées au pays et qui n'ont abouti sur aucun résultat, combien de temps la classe politique libanaise, sachant que le sommet de l'État, il y a une vacance du pouvoir en ce moment, combien de temps la classe politique va-t-elle rester les bras croisés ? Quand est-ce qu'elle va acter qu'il faut se réformer, voire partir, comme l'évoquent certains des manifestants ? Bon, écoutez, si le ministre Drian parle de tristesse et d'angoisse, je ne pourrais pas renchaîner. Ma tristesse est, mais malheureusement, est certainement beaucoup plus grande, à voir qu'aujourd'hui, plus de 50% des Libanais vivent en dessous du seuil de la pauvreté, ce qui était complètement inimaginable au Liban. Et on a une crise. C'est le sommet de l'iceberg, ça, la crise financière, économique, avec toutes ces retombées sociales. Mais certainement, il est de plus en plus clair qu'il y a une crise politique du système à laquelle il faudrait s'adresser. Voilà, c'est ce que j'aimerais dire. Vous appelez un renouvellement de la classe politique ? Je vois que le renouvellement de la classe politique ne peut se faire qu'à travers de nouvelles élections. Alors parlez-nous juste aussi de cette Troisième République, ce modèle que vous avez choisi de promouvoir aussi à travers cet ouvrage et auquel vous avez mûrement réfléchi. À quoi ça pourrait ressembler, au-delà de ce qu'on évoquait en termes de réforme institutionnelle ? Bon, écoutez, pour résumer les principales réformes, il faudrait donc renforcer les institutions. C'est au-delà du partage entre les différentes communautés. Il y a eu un rééquilibrage à Taïf, c'est très bien. Mais au-delà de ce rééquilibrage, j'appelle ce que j'appelle la Troisième République. C'est une république qui devrait être fondée sur la raison des institutions.
La raison des institutions, il faut rééquilibrer les relations entre les différents pouvoirs, mais aussi renforcer l'État en faisant trois choses. La première, c'est déconfessionnaliser l'administration. Deuxièmement, assurer l'indépendance de la magistrature. Et troisièmement, ouvrir cette grande porte citoyenne avec le passage au système bicaméral, un Sénat, une Chambre et députés élus sur base non confessionnelle. Pour me résumer, ça serait ça les éléments de la Troisième République. C'est pas demander la Lune, c'est du domaine du possible, ça. Oui, et qui y aspire? Pourquoi ça n'est pas advenu encore jusqu'ici? Écoutez, je suis quelqu'un qui a beaucoup, qui n'est pas, c'est pas d'être de nature ou non optimiste, mais je crois vraiment en ces jeunes qui ont pris la rue dans leur détermination et cette le fait d'avoir pu transcender ces clivages confessionnels. Et là aussi, c'est pas des vœux pieux. Écoutez, dans la société aujourd'hui, regardez, du côté de la société civile, tous ces syndicats, toutes ces associations, tous ces ordres, que ce soit d'ingénieurs, d'avocats, les unions estudiantines, les associations d'industriels, de commerçants, etc. Tout cela fonctionne comment? Ça ne fonctionne pas par le système confessionnel, il n'y a pas de partage confessionnel là qui se fait. Donc la société le prouve, elle, qu'elle peut fonctionner de façon civile et non confessionnelle, bien que dans l'État, aujourd'hui, il faudrait maintenir une certaine place à la représentation confessionnelle qui serait probablement le Sénat. L'été dernier, vous avez été pressenti pour former un nouveau gouvernement. Pourquoi vous n'y êtes pas allé? Non, je n'ai pas été pressenti, mais c'est oui, il y a des députés qui m'ont nommé. Oui. Mais, vous y seriez allé? Bon, écoutez, je ne vois pas qu'il y ait un rapport de force aujourd'hui dans le pays qui le permet, mais certainement, écoutez, j'ai mon pays à cœur et je pense à mon pays matin, midi et soir. Le rapport de force n'est pas favorable. Vous ne l'était pas l'été dernier. Il le sera peut-être demain. Oui, écoutez, j'espère. C'est pas qu'il soit favorable à moi, mais certainement c'est un rapport de force qui devrait être favorable au changement. Et au changement que vous préconisez, en tout cas, aussi à travers cette Troisième République aussi, probablement. Écoutez, je dirais ça au changement que les jeunes réclament aujourd'hui, pas à celui que moi je préconise. Merci Nawaf Salam d'avoir été avec nous. Le Liban d'hier à demain, c'est un recueil qui regroupe plusieurs de vos articles, mais qui éclaire la situation aujourd'hui avec pertinence, apparu chez Actes Sud dans la collection L'Orient des livres. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe de la Grande Table des idées. C'est Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez et Anouk Delfino, Grande Table Culture, Oriane Delacroix, avec Henri Leblanc, avec Valentine Alloin et Cathy Renaud, et également qui nous ont bien aidés dans cette préparation. À la réalisation aujourd'hui, c'était Thomas Beau, avec Frédéric Kiefer et Élise Le. Merci à tous.